Situé en Afrique de l'Ouest, le Mali est un territoire enclavé qui partage ses frontières entre le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Algérie, la Guinée et la Mauritanie. Ancienne colonie française, jadis baptisée le Soudan français, le Mali a acquis son indépendance en 1960. Aller au Mali, c'est découvrir un monde qui nous échappe, tout droit sorti des contes et légendes de notre enfance. Tout n'est que couleur, gentillesse et bonne humeur. Malgré leur pauvreté, les Maliens se montrent toujours accueillants et prompts à vous faire découvrir leur vie quotidienne dans leur village, bâti au cœur d'un paysage sauvage, presque surréaliste pour qui n'est pas habitué. Niché sur la rive nord du fleuve Niger, dans le sud-ouest de Mali, Bamako est la capitale d'un des pays les plus pauvres au monde. Mais c'est aussi une ville pleine de vie, parsemée de marchés et de mosquées, avec des airs de village. Les allées animées des marchés méritent une promenade, sans autre but que de se mêler aux locaux. Djenné est une ville religieuse dont l'occupation humaine remonte à 250 ans avant Jésus-Christ. Située à 574 km par la route, à l'ouest de Bamako, Djenné est à la charnière entre le monde nomade et le monde sédentaire. C'est une ville historique et emblématique du Mali qui aujourd'hui ne parvient pas à assurer un développement suffisant à ses habitants.
Comme souvent dans les villages, il n'y a pas d'eau courante. Dès l'aube, il faut faire des provisions pour la journée dans l'un des puits. Pour une famille d'une vingtaine de personnes, les besoins en eau sont considérables, et plusieurs voyages dans la journée sont nécessaires. Cette tâche pénible incombe aux femmes et aux jeunes filles. Oh na makambo e ngai na makambo e ngai na makambo e unu para kileba juli balutua lutua unu wengi oh na makambo e ngai na makambo e oh na makambo e ngai na motema unu para kile munu balutua unu wengi songi bandeko e likambo na motema e ngai na motema unu para kileba julilo lutua oh na makambo e Depuis 1988, la situation de Djenné a changé avec son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à sa magnifique mosquée construite en 1280 et reconstruite en 1907. Faite de 100 colonnes supportant une terrasse plate, c'est le plus grand édifice au monde en banco, mélange de paille hachée, d'argile et de beurre de karité. Malheureusement, on ne peut pas la visiter, à moins de se convertir à l'islam.
Niger est le troisième plus long fleuve du continent africain. Au Mali, il a un rôle très important, étant donné l'état terrible des routes ou leur non-existence en certains endroits. Souvent, le Niger est la seule voie de communication et de commerce entre les villes. C'est un pays qui souffre de la sécheresse. Le fleuve sert donc à se laver, à laver le linge ou les ustensiles de cuisine. Les enfants viennent jouer et se baigner, et l'eau sert également à irriguer les cultures de riz. À partir de Bandiagara et jusqu'à la frontière avec le Burkina Faso, s'étendent successivement de vastes plateaux et d'immenses paysages de plaine. C'est le pays Dogon, où vit un peuple fascinant. Les Dogons sont une ethnie du Mali dont le nombre est estimé à 700 000. Ce sont des agriculteurs qui cultivent le mil, le sorgho, le riz, l'oignon, le tabac, les arachides et quelques légumes. Ils élèvent aussi des moutons, des chèvres et des poulets. Les Dogons sont animistes et croient en un Dieu unique, Abba. L'animisme est la croyance en un esprit, une force vitale qui anime les êtres vivants, les objets, mais aussi les éléments naturels comme les pierres ou le vent, ainsi qu'en des génies protecteurs. Ces âmes, ou ces esprits mystiques, manifestations de défunts ou de divinités animales, peuvent agir sur le monde tangible de manière bénéfique ou non. Il convient donc de leur vouer un culte. Le village de Songo se trouve au pied de la vertigineuse falaise rougeoyante de Bandiagara, longue de 200 km. Les maisons sont construites en pierre sèche ou en briques d'argile crue, façonnées à la main, séchées au soleil et assemblées avec du mortier d'argile, matière dont sont revêtus les murs. Le plan des habitations est quadrangulaire. Les pièces, au toit en terrasse, s'ouvrent sur une cour intérieure. La grande maison de famille, habitée par le patriarche, ses femmes et ses enfants non mariés, comporte des étages auxquels on accède au moyen d'une échelle taillée dans une branche fourchue. La façade est ornée de 80 niches symbolisant les 8 ancêtres premiers et leurs descendances, nombreuses comme les doigts de leurs mains. À chaque maison sont à côté plusieurs greniers au toit conique, recouverts de paille, pouvant contenir jusqu'à 3 récoltes. Dès l'arrivée dans le village, il faut aller saluer les anciens réunis à la Toguna, maison des palabres interdite aux femmes. Recouvert de 8 couches de chaume, correspondant aux 8 ancêtres qui ont donné naissance au peuple Dogon, son plafond est volontairement bas, ce qui oblige les occupants à s'asseoir. Ainsi, au cours d'une discussion, si le ton monte et que la personne se lève, elle se rassied aussitôt.
Les habitants du village n'hésitent pas à aller consulter le devin. En fin d'après-midi, celui-ci trace sur le sol la table de divination du renard pâle. Un grand rectangle divisé en plusieurs cases, où figurent des signes et où sont plantés des petits bâtons. La personne qui désire être éclairée sur son avenir doit y lancer une poignée de cacahuètes. Pendant la nuit, le regard pâle vient manger les cacahuètes en piétinant la table. Le lendemain matin, le devin interprète les traces laissées par le renard, ainsi que la disposition des bâtons renversés. Je vous donne des informations. Là, c'est la place de circoncision, ici. Ouais. Là, c'est la place de circoncision et le forgeron doit s'asseoir ici. Vous voyez toutes ces traces que vous voyez, c'est des coulements de sang des enfants. Le couteau traditionnel qui est là, qui est peinturé. Et à chaque fois qu'ils font la circoncision, les enfants vont de l'autre maison. Ils s'installent pour les infections, là-bas. Il y a à peu près des centaines d'enfants qui sont circoncis dans la même journée. Après la circoncision, les enfants, avant de s'habiller, ils refont. Il y a la famille qui s'occupe de la peinture, qui viennent refaire les peintures avec la même image qui était là. Et ces images, c'est la couleur de la couverture de nos ancêtres que je vous ai expliqué. Et chaque dessin signifie des paroles dans les traditions Dogon. Les greniers à mille sont reconnaissables à leurs chapeaux pointus en paille. Ceux des hommes se différencient de ceux des femmes par les morceaux de bois fichés dans leurs murs qui permettent de les escalader. Ils sont aussi plus hauts et plus profonds et servent essentiellement à stocker les céréales, dont le mil, et les affaires personnelles de leurs propriétaires. L'homme gère les réserves céréalières de la famille jusqu'à la prochaine récolte. Chaque semaine, il donne la quantité de mil nécessaire à son épouse pour faire la cuisine. Quant au grenier des femmes, c'est un lieu privé auquel les maris n'ont pas le droit d'accéder sans une autorisation express. Elles y rangent leur argent, leurs bijoux, leur coton affilé, leurs vêtements, et en cas de bonne récolte, le surplus de mil que leur a donné leur époux et qu'elles peuvent revendre pour leur compte. La population de Mali est très jeune, 48% de la population a moins de 15 ans. Le taux de fréquentation de l'école primaire est de 43%, mais l'absentéisme est très important. Plus les familles vivent dans la brousse, plus elles sont éloignées de l'école, plus le taux de fréquentation baisse. Les enfants ont parfois plus d'1 heure de marche pour se rendre à l'école et il n'y a pas de cantine.
Au centre du village, de grands panneaux rappellent la lutte incessante contre deux grands fléaux au Mali, l'excision et le sida. Après 2 heures de marche environ, on atteint le village de Téli. Les petites structures en ruine qui se trouvent plus haut dans la falaise sont des tombes Telem, le peuple qui précéda les Dogons et qui vécut entre le XIe et le XIVe siècle avant Jésus-Christ. Dans la falaise, les ninas sont pratiquement toutes en ruine, alors que les greniers sont maintenus en état, car pour certains, ils sont encore utilisés pour le stockage des céréales. Cet endroit est sacré, c'est là que se pratiquaient les sacrifices humains. Aujourd'hui, ce sont des animaux qui sont sacrifiés lors des rituels animistes. Téli est un des derniers villages Dogons où on pratique la danse des masques. Cette cérémonie est toujours considérée comme un simple spectacle traditionnel. Mais derrière ce spectacle qui émerveille tous les spectateurs, se cache une richesse culturelle indescriptible de démonstration de la vie en communauté, le rapport social entre les hommes, le rapport entre les hommes et la nature, et d'autres facteurs de la vie en harmonie dans la société. De ce fait, les masques représentent le symbole de la coexistence, de la cohabitation, de la cohésion sociale et de la paix dans la communauté, des notions qui ont toujours été au centre de leurs préoccupations. Les masques entrent au village ou sur l'aire de danse par ordre décroissant, allant du plus âgé physiquement actif au plus jeune. Ensuite, les masques dansent suivant un ordre établi, avec des masques de même type, catégorie par catégorie, à nouveau par ordre décroissant, du plus ancien au plus récent. Ils se produisent en groupe ou en exécutant des solos. La relation entre le public et les porteurs de masques est de première importance dans toutes les performances. Celles-ci sont particulièrement axées sur la compétition et les participants espèrent gagner l'appréciation des spectateurs, locaux ou en visite, qui discutent et jugent de la qualité des danses.
Le nord du Mali est une région difficilement contrôlable, minée par les mouvements rebelles et terroristes. Le Monde vous propose de décrypter en 5 minutes les enjeux de ce territoire, désormais terrain de guerre de l'armée française. Le Mali est un pays enclavé, situé en Afrique de l'Ouest. Il compte 12 millions d'habitants sur un territoire 2 fois plus étendu que la France. Il est composé de 2 espaces géographiques. Le sud du pays, d'abord, s'organise autour de la capitale, Bamako. Cette région est appelée le Mali vert en raison de la présence de la savane arborée et de la vallée humide du Niger. 90% de la population est concentrée ici. Elle est majoritairement issue d'ethnies noires sédentaires. Le nord du pays est traversé à la fois par le Sahel et le Sahara. La population est principalement composée d'Arabes et de Touaregs, au mode de vie encore largement nomade. La zone de peuplement Touareg dépasse d'ailleurs les frontières du Mali. Le Nord Mali s'inscrit traditionnellement dans un espace d'échange, depuis les anciennes pistes caravanières de l'or, du sel et des esclaves. Aujourd'hui, ici prolifèrent les trafics de clandestins, de drogues et d'armes. C'est dans cette région vaste et aride, difficilement maîtrisée par l'État, que des groupes extrémistes ont trouvé refuge. C'est le cas d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, qui a établi son sanctuaire. AQMI est responsable depuis 2007 de plus de 80 enlèvements au Mali, en Mauritanie, en Algérie, en Tunisie, au Niger et au Nigeria. En août 2011, la chute du régime libyen favorise l'arrivée dans la zone de nouvelles armes et le retour des Touaregs engagés par le général Kadhafi. C'est dans cette région instable, appelée l'Azawad, que début 2012, le mouvement national de libération de l'Azawad, le MNLA, composé de combattants Touaregs, attaque l'armée malienne. Le but, obtenir plus d'autonomie. L'armée malienne, mal équipée, essuie plusieurs revers. Elle se retourne contre le pouvoir de Bamako, qu'elle juge inefficace sur ce dossier. Le 22 mars 2012, l'armée renverse le gouvernement d'Amadou Toumani Touré. L'armée au pouvoir perd à son tour les combats au nord et le 6 avril 2012, le MNLA déclare l'indépendance de l'Azawad. Sur le terrain, la situation est complexe. Aux combattants du MNLA indépendantiste s'ajoute Ansardine, un groupe touareg qui prône un islamisme radical. Les 2 groupes font front commun contre le gouvernement, mais s'opposent très vite entre eux pour le contrôle de la zone. Ansardine veut imposer la charia et se rapproche d'AQMI et de l'une de ses filiales, le Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest, Moujao. Dès le mois d'avril, le MNLA a été évincé par les combattants islamistes. Les islamistes imposent la charia à la population. Et fin juin, à Tombouctou, ils détruisent les mausolées soufis classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette prise de contrôle des islamistes au nord, associée à la déliquescence du pouvoir de Bamako et à la fragilité de la région sahélienne, suscite l'inquiétude de plusieurs États. Tout d'abord, les pays voisins, secoués par l'afflux de réfugiés maliens, craignent une contagion des rébellions touaregs et du terrorisme. Le Burkina Faso, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire et le Niger soutiennent l'idée d'une intervention armée rapide. L'Algérie, elle, partage plus de 1300 km de frontières avec le nord du Mali. Elle a longtemps défendu le principe d'une solution négociée. Cette frontière poreuse est traversée par des combattants d'AQMI, un mouvement issu du GSPC, le groupe salafiste pour la prédication et le combat, né en Algérie pendant la guerre civile au milieu des années 90. Autre grand acteur, la France. Elle est présente dans cette région depuis l'époque coloniale. Elle y conserve aujourd'hui encore des intérêts militaires et économiques, comme au Niger, avec l'exploitation des mines d'uranium, sans oublier que la France a plusieurs ressortissants otages des djihadistes. Dès le printemps 2012, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, lance parallèlement un processus de dialogue avec le MNLA et Ansardine, et met sur pied une intervention militaire africaine pour appuyer l'armée malienne dans la reconquête de son territoire. Une idée soutenue également par les Nations Unies. En janvier 2013, la situation se précipite. Le 10 janvier, les rebelles franchissent la ligne virtuelle de démarcation entre le nord et le sud en prenant la ville de Konna, un verrou stratégique sur la route vers Bamako. Cette attaque entraîne dès le lendemain le lancement de l'intervention militaire de la France dans le cadre de l'opération Serval. L'intervention française se fait à la demande du gouvernement intérimaire malien et avec l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est le début de la guerre au Mali.
fana